Tant que Jules était là et qu'il prolongeait ce rêve-là, il m'a emmené quelque part un peu en F1 avec lui, quoi. Au-delà de perdre un ami, ça a été très dur, même pour moi personnellement, quoi. Donc, et bon, il y a Charles maintenant qui prolonge Ouais, de l'héritage un peu. l'histoire, l'héritage, Ouais. et on est avec Charles. Et c'est pour ça, la première victoire de Charles, j'avais chialé, hein, pour être honnête avec toi. J'en avais pleuré tellement c'était. Puis il y avait eu le départ d'Hervé aussi, le papa de Charles juste avant, que j'avais connu aussi et que j'aimais beaucoup, qui était quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est pour ça que Charles est très très méritant, parce que avec le départ de Jules et de son père, compliqué. Ouais, c'est dur. Ouais. Ouais, c'est dur. Radio check. Loud and clear. Salut Grégory, comment ça va? Salut Lucas, très très bien, merci. Bienvenue du coup à Autopassion Café. On est encore ici, ça fait super plaisir. Je les remercie de nous permettre de tourner ici. Tu connais l'endroit, non? Ouais, je connais un petit peu l'endroit. Ça fait quelques années que je n'étais pas revenu, mais c'est toujours aussi agréable de revenir et de se remettre un peu dans l'ambiance sport auto, quoi. Je t'ai vu passer, t'as reconnu le kart direct là. Ouais, c'est vrai que c'était un événement important, en plus cher à mon cœur, puisque c'était Philippe Streff qui l'avait créé, organisé les Masters de Bercy, et on a été très proche avec Philippe. Il a même été le parrain d'un de mes titres qui s'appelait Ceux qui ne tuent pas n'auront plus fort, donc ouais, c'est spécial, quoi. Est-ce que tu peux, pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, donc qui nous regardent, te présenter? Oui, bien sûr, je m'appelle Grégory Bakian. Alors, mon nom d'artiste aujourd'hui, c'est Bakian. J'ai commencé le karting d'abord avant de faire la musique. Ma première vie, c'était le sport auto, en compétition à l'âge de 15 ans. Mon premier contact avec un kart à 8 ans. Malheureusement, j'ai dû attendre 7 ans avant de pouvoir en faire un jour en compétition. Je t'avoue que j'y croyais plus vraiment. Quand j'ai appris que j'allais en faire en compétition, j'y croyais plus vraiment, mais j'ai quand même eu la chance d'en faire quelques années en compète. Et aujourd'hui, ma vie, c'est non plus sur les circuits, mais sur les scènes, en tant qu'artiste, auteur, compositeur, interprète. Et je vis entre Paris et le sud de la France, du côté de Monaco. Du coup, tu l'as dit, t'es chanteur aujourd'hui, t'as été pilote, t'as roulé avec les Vettel, Ricciardo, t'as côtoyé les Romain Grosjean. Mais avant ça, t'as dit que t'avais commencé assez sur le tard la compétition. Mm. Comment ça se passe avant et comment tu commences? Bon, en fait, comment ça se passe avant? C'est-à-dire que j'ai mon premier contact avec un kart, c'était à Juan-les-Pins, j'avais 8 ans, donc sur une petite piste pour enfants. Après, j'ai roulé à la Siesta, à Antibes. C'est mon deuxième contact avec un kart. Et coup de foudre, coup de cœur immédiat pour le pilotage. Je n'avais jamais roulé de ma vie. Donc j'avais 8 ans. Je me souviens que je m'étais spontanément dirigé vers le kart en dernière position sur cette petite piste pour enfants de Juan-les-Pins. Mais tu sais, quand tu es tout petit, tout te paraît grand en fait. Le tracé, j'avais l'impression qu'il faisait 700 mètres alors que la piste elle faisait 150 Euh, mètres. Les karts pareil. Et donc je prends le kart et je tourne autour de tout le monde, je prends, je sais pas, 3-4 tours à tout le monde, je dépasse tout le monde, et là c'est en fait le moment, l'endroit dans ma vie où je prends le plus de plaisir en fait, derrière un volant. C'est comme une révélation en fait, comme un coup de cœur immédiat, mais vraiment immédiat. Il n'y a rien dans ma vie que j'avais fait avant qui m'avait procuré plus de plaisir que ce que j'avais fait ce jour-là, c'est-à-dire être derrière un volant et piloter un kart. Un tout petit kart, mais un kart quand même. Et du coup, après la siesta, deuxième expérience, qui était tenue par Philippe Bianchi, le papa de Jules. Et ensuite, ma maman donc m'inscrit à une école de pilotage, donc qui se déroulait tous les mercredis à Antibes, en indoor, sur une piste indoor. Et là, je retrouve encore Philippe Bianchi, le papa de Jules, qui était le coach, le moniteur de pilotage. Et c'est là où je fais la connaissance en 1994 de Jules. Tu m'as dit que tu avais commencé à la compète à 15 ans, mais Mm. ton premier, on va dire, tes premiers tours sur un kart, c'est à 8 ans. Pourquoi Ouais. tu commences si tard la compétition? Je commence si tard parce que j'ai mon papa qui achète un restaurant à Nice, qui Ouais. met un peu tous ses derniers deniers dans un restaurant à Nice. Ça se passe pas bien du tout pour lui, enfin pour lui, pour nous du coup, parce on a une famille et forcément ça a des répercussions sur la famille. Il perd tout ce qu'il a, le peu d'argent qui lui restait, il le perd. Il est pas bien moralement, forcément. Il m'a attendu longtemps parce que mon père m'a eu sur le tard, et quand il a eu enfin son fils, il perd tout. Donc très compliqué pour lui psychologiquement à gérer. Et du coup, je végète
pendant 7 ans. Alors je roule sur des pistes de location, enfin avec des cartes de location. Je bats tous les records du mois, janvier, février. Je crois que une année, j'avais les 12 coupes de l'année, janvier, février jusqu'à décembre. Mais c'était génial, mais sauf que c'était frustrant aussi parce que enfin, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas juste battre les records de pistes sur des circuits de location. Mais mon père, voilà, ça sert qu'il n'y a même pas de discussion avec mon père. Il a la tête dans le seau. Et un jour, ma mère, quand j'avais 9-10 ans, pour me sauver peut-être un petit peu, parce que je commençais un peu à... forcément, ça avait des répercussions sur moi. Donc, elle m'inscrit à cette école. Elle trouve une école de pilotage à Antibes et elle m'inscrit. Et donc, je débute dans cette école de pilotage, mais je débute toujours pas la compétition. Et c'est un fait de vie perso. C'est que j'ai mon oncle, donc le frère jumeau de mon père, qui perd sa femme, qui perd son épouse et qui vient vivre à la maison pendant quelques mois. Et pour remercier mes parents de l'accueil, il m'achète un kart. Un jour, j'ai mon père qui sonne. Ma mère, elle me dit regarde par la fenêtre, il y a ton père qui veut te parler. Et moi, je dis, c'est bon, qu'est-ce qu'il veut, tout ça. Et elle me dit, non, elle me dit, ouvre la fenêtre. Ça vaut le coup. Elle me dit, regarde ce qu'il a à te dire. Et en fait, sur une remorque juste en bas de la maison, de l'appartement, il y avait un kart, un châssis Alpha de 99 d'occasion. Et voilà, c'est mon premier kart. Et une semaine après, je faisais mes premiers tours de roue avec Yannick Iglesias, ancien champion de France de karting, qui a fait les championnats du monde avec la génération Trulli, Fisichella, etc., qui me met en route pour ma première session de roulage à Tretz. Et ça voulait dire, le kart il était là, ça voulait dire tu vas faire de la compète Ouais, le kart il était là. Alors franchement, au début, quand je vois le kart, on pourrait penser que j'ai explosé de joie et que j'étais super content, mais même pas vraiment parce que j'y croyais plus. Honnêtement, j'avais tiré un trait. Parce que l'attente, elle était tellement longue que je me suis dit, voilà, ça m'arrivera plus jamais en fait. Ouais, t'as 15 ans là. Ouais, je me dis, j'ai 15 ans, 15 ans et demi. Je me dis, dans ma vie, du kart en compétition, j'en ferai pas, quoi, j'en ferai jamais. Et je m'étais fait une raison. Donc en fait, c'est plus l'étonnement. Et mon père me dit, prépare-toi, semaine prochaine, tu fais ton premier roulage. Et en compétition, du coup, avec un kart de compète, ça n'a rien à voir avec les cartes 4 temps de loc. Et donc la semaine d'après, j'étais à Tretz pour mon premier roulage avec un kart de temps et 2 ou 3 mois après, je faisais ma première course à Fréjus en compétition. Et t'es rapide direct. Et ça va assez vite direct. Alors avec ce kart-là, il faut savoir que c'est un châssis il était fêlé, il avait été ressoudé. Enfin, c'était un kart d'occasion. Il m'avait fait un cadeau, mon oncle. Je le remercie encore aujourd'hui, mais il t'avait pas mis bien. Il m'avait pas mis au top. Donc je fais ce que je peux. Je suis dans la même seconde que les multiples champions qui ont déjà 6-7 ans d'avance sur moi en termes d'expérience. Et je suis quand même, par rapport au matériel que j'ai, je suis quand même dans le coup. Et après, on change de châssis pour la saison 2001, pardon. Et là, je suis dans le coup, direct. Et donc, c'est quoi comme compétition là? Mais là, je suis inscrit en 2001, je suis engagé au championnat de Ligue PACA. Ouais. Avec toute la grosse génération de l'époque. Donc les Norman Nato, les Thomas Gomis, Julie Tonelli, Jules Bianchi, Mike Courquin. Adrien Tambay n'en avait pas commencé, il était petit, il n'avait pas encore commencé, il était en mini-kart. Mais il y avait toute cette grosse génération-là. Gérald Dourezzi. Donc voilà, et je commence avec cette génération-là et je suis dans le coup. Ma première qualif sur une course du championnat de Ligue, je fais 4e chrono à 3/10 de la pole, en sachant que Thomas Gomis avait été champion de France cette année-là de karting. Et donc, ça se passe bien. Alors, évidemment, au niveau de la bagarre, roue contre roue, etc., il me faut un peu de temps parce que j'ai 6-7 ans de retard sur tout le monde. Il faut se faire respecter sur la piste. Et dès la 2e saison, je suis champion de Ligue. Mais tu es un peu plus âgé que les autres, non ? Ou c'est juste que Jules? Alors, il y avait les minimes cadets. Moi, j'étais en promo junior quand je débute. J'ai 2-3 ans d'écart avec Jules. Et sinon, quand je démarre, les promos juniors, je crois que ça démarre à 15 ans. Donc, je dois avoir 16 ans, 16 ans et demi. J'ai à peu près le même âge que les autres en promo junior. Ouais. Ok, donc tu es champion sur la 2e saison? Je suis champion dès la 2e saison complète, je suis champion. Ok, c'est quoi ton état d'esprit du coup là? Quand t'es champion 2e saison, tu vas vite direct? Dès la 2e saison, en plus, c'est une saison incroyable parce que 2003... je suis champion de Ligue, je gagne le trophée des Vendanges, je gagne le trophée Julie Tonelli, parce qu'on avait eu la douleur de perdre Julie aussi. Donc, et je termine 7e ou 6e de la Coupe de France, top 10 au championnat de France. Donc je fais vraiment une très très grosse saison cette année-là en 2003.
Je sais pas pourquoi je veux dire 2023 à chaque fois. 2003. Et donc on prépare le championnat d'Europe de Formule BMW en Allemagne où je suis pris dans un team pour 2004. Voilà. Donc là, tu es prêt à partir en voiture. Là, je suis prêt. Bah oui, parce qu'en fait, il faut pas que je traîne trop en karting, moi, parce que je suis plus âgé que les autres. Ouais. En karting, bon, je sais que rouler en ICA ou en FA, des budgets de. À l'époque, c'était. C'est moins qu'aujourd'hui, mais c'est déjà beaucoup. Ouais, c'était moins qu'aujourd'hui, mais c'est des budgets de 100 000, 120 000 euros, 80 000 euros. Ouais, c'était au moins 120 000 déjà à l'époque des saisons internationales en karting. Et on se dit qu'en fait, en gros, ça sert à rien que je roule 2-3 ans de plus en karting. Et il faut que je passe en monoplace le plus vite possible. Toi, tu vises déjà la F1 ou tu vises déjà une carrière là quand t'es... Là, ouais, quand je fais cette grosse année en 2003 et que je suis pris par le team, il y avait Sébastien Buemi qui était engagé cette année-là en Formule BMW. En Allemagne, oui, à ce moment-là, je suis rapide, je roule à matériel égal avec des potes de l'époque, comme Jérémy Iglesias, comme Jules, et je sais où j'en suis. Niveau rapidité, voilà, il n'y a pas de problème. Les tests se passent bien en F4. J'ai ma place au sein d'un team qui s'appelait Maubré Compétition. Et là, il n'y a rien qui... Enfin, il n'y a pas de frein, quoi. Le seul frein, c'est un frein économique, financier. Et qui a eu raison, malheureusement, de... J'allais te demander. Du coup, la saison de F4, tu la fais pas? La saison, je la fais pas. Tu la fais pas. Et c'est quoi ça? On passe à combien du... Je la commence même pas. Tu la commences pas? On commence, pour être honnête, j'avais eu la saison, je me souviens très bien, à 150 000 euros. Ce qui est, pour aujourd'hui, c'est rien. Ouais, bien sûr, c'est la base. Normalement, c'était 300. Moi, j'avais réussi à l'avoir à 150 parce qu'on pouvait vraiment viser de bons résultats. Enfin, le team manager m'a dit que dès la première saison, on pouvait viser de bons résultats. Et je crois qu'au bout d'un mois ou 2 mois de prospects, de démarchage pour trouver des sponsors, on avait réuni 8 000 euros, je crois. Enfin, c'est chaud. Donc c'est mort. Ouais, donc c'était cuit. Et avec ces 8 000 euros, je refais une autre saison en kart encore en 2004. Ouais. Je dois être encore champion de ligue et à la dernière course, je me fais percuter. J'ai un concurrent qui se reconnaîtra peut-être, mais bon, je l'en veux pas. Maintenant, il y a prescription, c'est du passé. Non, il est en Formule 1, qui me coupe le câble de mon moteur. Saboté, genre. Ouais, pour que je sois disqualifié au contrôle. On le connaît ou pas? Ouais, on le connaît un peu. Mais bon, on s'est revu il y a pas longtemps à Marseille. Il est à la retraite ou il est Non, il est. Non, mais bon, je dirais pas son nom. Mais... je rigole. Mais bon, voilà, il me coupe le cap parce qu'en fait, il avait une grosse pression de son père parce qu'il avait beaucoup plus de budget que moi. Et du coup, il se faisait défoncer par son père. Parce qu'il lui disait mais regarde-le lui entre guillemets, ce clochard il gagne avec les pneus qu'il récupère dans la et donc voilà, et donc du coup je suis pas champion de ligue cette année-là à cause de cet abandon qui me coûte le titre. Sinon j'aurais été une deuxième fois champion et après malheureusement j'arrête le sport auto, j'arrête le karting. T'arrêtes et ça te fait quoi quand t'arrêtes? Parce que t'as un espoir quand même ou c'est vraiment... Non, quand j'arrête, je sais que c'est fini. Non, quand j'arrête, je sais que c'est fini. Enfin, en tout cas, c'est fini pour mon rêve de F1, pour mon objectif de F1, je sais que c'est terminé. Ça se passe pas trop mal pour moi parce que j'ai cette passion, j'ai une nouvelle passion qui arrive pour le chant, pour la musique. Je gagne donc le casting officiel régional de Graines de Star en 2003. Ça prend tout de suite une ampleur parce que Graines de Star à l'époque, c'est costaud, hein, c'est fort. C'est avant qu'il y ait The Voice, c'est avant qu'il y ait toutes ces émissions-là. Et donc je me dis, en 2004-2005, quand je renonçais à ma passion, enfin pas ma passion, mais à mon objectif de F1, je me dis là, il faut que je mette full gaz. T'as déjà le deuxième objet, enfin t'as déjà la suite, quoi. Ouais, comme un compétiteur, comme un sportif. Je me dis là, il faut que je mette full gaz sur la musique. Ouais. Et là, je pars à Paris, je crois que j'ai 17-18 ans, je sais même pas où je vais, ou chez qui je vais, mais je prends mon sac à dos et Paris. Oui, parce que tu me disais que tu chantais déjà alors que tu roulais en fait. T'avais déjà commencé à avoir cette passion-là pendant que tu étais en karting. Ouais, c'est ça. La passion pour le chant, elle arrivait en 2000, je crois 99-2000, j'avais 14 ans. Il y avait une comédie musicale qui s'appelait Notre-Dame de Paris, qui avait un peu tout renversé sur son passage à l'époque, avec cette fameuse chanson Belle et tout ça. Et ouais, j'avais commencé à chanter à ce moment-là. J'ai fait ma première télé en 2002. C'est une émission qui s'appelait C'est mon choix. Je me souviens très bien. Qui était très très regardée à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup moins de chaînes de télévision. Et ouais, je chantais déjà. Alors j'étais très timide, très très réservé. Je faisais pas de scène. J'avais pas encore fait de scène à cette époque-là. Mais parfois j'avais des petits
copains des potes sur les circuits qui me demandaient de chanter une petite chanson entre deux séances d'essai. Donc c'était assez amusant, quoi. Oui, parce que du coup, ils te connaissaient des Ouais, émissions, ils me connaissaient. connaissaient par Graines de Star, Ouais. donc j'avais gagné le casting officiel et par l'émission. C'est mon choix, donc ouais, Julie, Tonelli, Jules, voilà, et William Benedetti, enfin toute cette génération. Donc, tu étais un peu le pilote-chanteur. Ouais, c'est ça, j'étais le pilote-chanteur et puis j'étais le pilote qui à ce moment-là avait le plus d'exposition médiatique. Parce que Ouais. j'avais Kart Mag, Ouais. Top Karting, enfin tous Ouais. les médias de l'époque en spécialisé karting. Mais ça allait au-delà de ça parce que j'avais fait 2-3 émissions qui étaient vues dans toute la France entière, quoi. Donc c'est vrai que pour eux, j'étais un peu un ovni, quoi. Enfin, Ouais. j'avais- Ouais, t'avais les deux et puis tu chantais, Ouais, c'est ça. t'étais un petit peu J'allais- connu. Ouais, c'est ça. J'allais sur la piste, ça allait plutôt pas mal. C'était pas à l'arrêt. Et au niveau chant, c'était pas à l'arrêt non plus. Donc ils se disaient ouais, c'est un peu, c'est un personnage un Ouais, peu, ça charbonne pas mal. un peu particulier, quoi, tu vois. Donc voilà, quoi. On va reparler de la musique après. Tu roules encore du coup, enfin t'as roulé après, comment ça se passe ton parcours Alors, sur la piste? Ouais, j'ai eu la chance d'être réinvité en 2012, je crois, ou 13 pour le Trophée Andros. Ouais. J'ai fait une manche, d'ailleurs je remercie encore Max Mamers qui m'avait invité, Trophée Andros électrique, à l'Alpe d'Huez, grâce aussi à Alain Prost et à Bernard Bacalian, que je remercie aussi, puisque Alain avait fait une apparition dans mon clip, Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et du coup, ouais, je fais le Trophée Andros et je m'entraîne beaucoup avant à Vissou, sur une piste de glisse qui simule un peu les conditions de course sur glace. Et ça se passe très bien. J'ai jamais roulé de ma vie avec une Andros car, ni sur la glace, ni sur le tracé de l'Alpe d'Huez. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Je fais le 5e meilleur tour en course à 3 dixièmes de Franck Lagorce et à 4 dixièmes d'Adrien Tambay, qui avait gagné la course ce jour-là, en 20 minutes de roulage. Parce qu'en fait, on roule très peu. En électrique, on roulait très 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 peu. C'était hyper compliqué. La première séance d'essai libre, on a 5 minutes de roulage. Et la séance d'après, c'est les qualifs. Donc je sais pas si tu vois le truc. Ouais, t'as pas le temps, quoi. T'as pas le temps du tout. Et la course, elle est un peu plus longue, elle dure 10 minutes. Donc c'est pas ouf non plus. C'est pas ouf non plus, mais oui, c'est une séance de coup, cartes en 20 minutes de roulage, j'arrive à me rapprocher à 3 dixièmes d'un garçon qui a développé l'Androscar depuis 6 ans et qui a roulé en F1 quand même. Ouais. Donc c'était très, très positif. Max m'avait proposé de faire la saison entière ensuite l'année d'après. Malheureusement, même si les conditions financières étaient intéressantes, et bon, il y avait la musique en plus, donc c'était pas ma priorité, pas le temps, et puis même le peu de budget qu'il fallait trouver, c'était pas la priorité. Fun Cup aussi un petit peu. Fun Cup, après je suis invité pour faire le Grand Prix d'Albi en Fun Cup, 71e édition du Grand Prix d'Albi en Fun Cup. Donc là c'est sympa à piloter, ça va pas très vite, mais il faut quand même être propre, précis pour aller vite. Pareil sur la première séance d'essai libre, je pense 4-5 secondes je crois. Mais j'avais pu rouler depuis très longtemps, hein. Et puis en voiture j'avais roulé, en fait ça n'a rien à voir avec ce que tu connaissais. En fait, j'avais jamais roulé et je gagne finalement la course le dimanche. Et après je fais une autre apparition encore en course officielle, c'est la finale du championnat de France de super tourisme. Alors là par contre là c'était un gros step au-dessus, en 3,5 litres au circuit Paul Ricard au Castellet. Je crois qu'on est en 2015 il me semble, ou 2016. Et à ce jour, c'est ma dernière course officielle sur un circuit. Voilà. T'as même roulé dans tes clips en fait. Ouais. Il y a un clip, non, peut-être, c'est ça. Hein, c'est le premier, Ce qui ne tue pas dans le Ouais, fort, exactement. au Castellet. Ouais, justement, je voulais qu'on en parle de ça parce que l'anecdote elle est pas mal. Ouais. Donc pour le contexte, pour tourner le clip, tu tournes le clip au Castellet. Ouais, donc tu roules, etc. On tourne en plein meeting. Alors après, pendant le meeting, c'est pas moi qui roule, parce que c'était un meeting de championnat du monde de 3.5 où il y a Alexander Rossi qui joue dans mon clip, Daniel. Ricciardo. On lui a fait signer un petit contrat de cession de droit d'image, c'était assez marrant. Il joue le rôle de mon coéquipier, même à chaque fois qu'on se revoit. Maintenant, c'est énorme, ça. Il est plus en F1, mais quand on s'est recroisé quand il était en F1, à chaque fois on était mort de rire. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Il roulait, ouais. Ouais, il était pilote, il roulait chez ISR. C'est pour ça, c'était avant. Il roulait chez ISR Racing et c'était marrant parce qu'il avait fait un peu le comédien pendant. Je me souviens, je vois. Ah, c'était fou. Et Alexander Rossi aussi qui joue le rôle du rival. Ouais. Il a le rôle du rival, Alexander Rossi.
qui s'est retrouvé après en Formule 1 et a gagné même les 500 miles d'Indianapolis. Donc c'est incroyable. Il y a Alain qui fait une petite apparition, il y a Philippe Streff qui faisait une apparition aussi. C'est incroyable, c'est un souvenir fantastique. Et on a été les premiers dans l'histoire de la musique dans le monde à faire un clip sur un circuit en plein meeting. C'était pas du cinéma, quoi. On a vraiment tourné dans les conditions d'un meeting, quoi. Et c'est jamais arrivé. Il y a David Guetta, deux ans après, qui avait fait un clip avec... il avait mélangé plusieurs monoplaces différentes. Enfin bon, c'était différent, et c'était pas pendant un meeting. Voilà. Mais sinon, on est les premiers à l'avoir fait en plein meeting. T'as roulé avec Charles Leclerc aussi, à plusieurs reprises. Alors Charles, j'ai roulé que sur des exhibitions avec lui, des courses qui comptaient pour rien. T'étais proche quand même au niveau du temps ou... Ouais, je me qualifiais à 6 millièmes, je crois, en qualif. C'est pas en mal. 2017, il venait d'être champion du monde de GP3. À l'époque, ça s'appelait encore GP2, GP3. Et ouais, bon start, bon départ. Je suis troisième au premier virage et je tiens quelques tours devant Charles et après devant Norman Nato pendant une vingtaine de tours. Mais c'est des courses. Oui, c'est exhibition tranquille. Il n'y a pas d'enjeu. C'était en hommage à Jules, mais ouais, je suis plutôt content parce qu'en fait, si tu veux, quand tu sors du circuit et que tu roules plus du tout, mais du tout, hein, parce que moi, quand j'ai fait cette course-là pour Jules, ça faisait des années que j'avais pu toucher un volant, et que tu arrives quand même encore en vitesse pure, même si c'est des 4 temps, même si c'est des cartes de lock, il faut qu'à mettre précis, il faut qu'à mettre régulier, que tu arrives à aligner des tours dans le 10e de ces mecs-là, parce que Charles, ça roule. Même Norman, même s'il n'est pas arrivé en Formule 1, ça va très 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 vite aussi. Norman, je l'ai connu à l'époque dans la Ligue PACA, il était en minime. C'était une des références de la Ligue, on avait fait la Coupe de France des régions ensemble. T'es content parce que tu te dis, je roule plus du tout. J'ai plus aucun roulage, plus aucun entraînement. Et j'arrive quand même à suivre. 6 millièmes, ça fait plaisir quand même. Ouais, c'était plutôt pas mal, ouais. Alors une question. Sachant que au final, t'as pas pu y accéder quand t'as commencé. Donc tu as commencé tard à cause de ça et au final c'est peut-être ça qui déclenche le fait que, même si c'est des raisons financières, mais que tu peux pas continuer à rouler. Est-ce que tu as le regret tu te dis peut-être si j'avais pu à 8 ans vraiment me mettre dedans avec des c'est ce qu'on fait, mais tu vois ce que je veux dire. C'est évident. Après moi j'ai beaucoup de chance, je vais pas me plaindre parce que par rapport à certains pilotes qui ont dû arrêter ce sport-là, cette passion-là et qui n'avaient pas d'autres passions à côté, pour eux c'est encore plus dur que pour moi. Moi, aujourd'hui, je suis sur scène, je fais des concerts devant des milliers de gens. J'ai fait le Casino de Paris il n'y a pas longtemps, on fait l'Olympia l'année prochaine. J'ai chanté avec des gens comme Hélène Ségara, Charles Aznavour, Serge Lama, sur des grosses scènes à Melbourne, devant 20, 30, 40 000 personnes. Franchement, j'ai de la chance. Mais si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu cette passion-là, tu sais quoi, je préfère même pas y penser, en fait. Ouais, t'as eu ton... Je pense que j'aurais été... ton projet d'après... J'aurais été ravagé, je pense. Tu penses ? Ouais. Moralement ? Tu penses que tu aurais eu ton prime à 12 ans et que là tu serais dans le dur ou... Ouais, je sais pas. Franchement, je préfère même pas y penser parce que je pense que j'aurais peut-être plus mal tourné. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu dois arrêter un sport, pas parce que t'es garé ou parce qu'il te manque du talent, de la vitesse ou que physiquement t'as un problème physique, tu vois, osseux ou musculaire ou j'en sais rien, mais que tu dois arrêter ce sport parce que uniquement pour des raisons financières. Ouais, c'est dur. Donc, pour répondre à ta question, des regrets, jusqu'à la fin de ma vie, j'en aurai des regrets parce que voilà, c'est comme ça. Parce que ça se passait très bien, les temps étaient bons, mais après, voilà, c'est que c'était pas mon destin. Voilà, il y a Jules qui a prolongé le rêve, il y a Jules qui était une partie de moi, puisqu'on on s'est connus en 94, on a débuté dans la Ligue PACA ensemble, et c'était un petit peu comme mon petit frère Jules, donc tu vois, j'ai du mal à en parler parce que je suis très ému. Mais et puis bon, après il y a eu ça, il y a eu cet accident qui s'est passé, et quand il est parti, ça a été très dur, et je pense que c'est une blessure pour moi qui se refermera jamais, parce qu'avec son départ, c'est une partie de moi qui est morte en fait. Et parce qu'en fait, Jules, il prolongeait le rêve qu'on avait petit tous les deux, et quand on passait du temps ensemble, quand on parlait dans ma caravane, quand on faisait les 42 heures de Brignoles, qui dormait dans ma caravane, qu'on faisait nos réveillons ensemble, on avait ce rêve-là tous les deux en commun, et lui il l'a atteint. Il est arrivé jusqu'en F1, et après il s'est passé ce qu'on sait, quoi.
Votre relation, c'était quoi? C'était toi, un petit peu grand frère, ami Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y avait pas je crois qu'on était ensemble, je le surveillais, j'avais un œil sur lui, qui traverse pas n'importe comment, qui ouais, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Et puis après, plein de trucs, voilà, qu'on a vécu en soirée et qui restent, voilà, qui resteront comme ça entre nous. Mais ouais, c'est compliqué. C'est vrai que tant que Jules était là et qu'il prolongeait ce rêve-là, j'étais plus. Ouais, en fait, en fait, il nous a emmenés quelque part en F1. En fait, il m'a emmené quelque part un peu en F1 avec lui, quoi. C'est pour ça que ça a été très dur et au-delà de perdre un ami, ça a été très dur, même pour moi personnellement, quoi. Donc, et bon, il y a Charles maintenant qui prolonge le rêve Ouais, et ouais. la suite Ouais, de l'héritage un peu. l'histoire, l'héritage. Ouais. Et on est avec Charles. Et c'est pour ça, la première victoire de Charles, j'avais chialé, hein, pour être honnête avec toi. J'en avais pleuré tellement c'était. Puis il y avait eu le départ d'Hervé aussi, la disparition d'Hervé, le papa de Charles juste avant, que j'avais connu aussi et que j'aimais beaucoup, qui était quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est pour ça que Charles est très très méritant, parce que avec le départ de Jules et de son père, compliqué. Ouais, c'est dur. Ouais. Ouais, c'est dur. Pour revenir un peu sur Jules, toi, comment tu le décrirais? Moi, j'ai connu une autre époque de Jules. J'ai connu le Jules avant les projecteurs, avant Ouais. les médias, avant que tout le monde connaisse Jules en F1, en GP2, etc. Non, Jules, c'était quelqu'un de pur, c'est quelqu'un d'authentique, de vrai, de profondément gentil et bienveillant, de simple, d'intelligent, de talentueux, de travailleur, de passionné. Voilà tous les premiers mots, tous les premiers qualificatifs qui me viennent. Et ouais, c'était mon petit, quoi. Je l'aimais, Jules. Et je l'aimais vraiment très très fort. Moi, j'ai toujours voulu avoir un frère. J'ai jamais eu de frère, malheureusement. Et c'est vrai que Jules, on était très très proches. Après, on s'est éloignés. Mais c'est pas qu'on s'est éloignés, c'est que la vie, elle nous a éloignés, parce que moi, je suis sorti des circuits. Et tu sais très bien comment ça se passe. Dès que tu sors d'un milieu, après eux, ils sont à fond focus sur leur carrière. On peut pas le reprocher. Moi, je suis monté à Paris, je suis parti m'installer à Paris. J'étais focus aussi sur la création de mon label de musique, sur mes avancées de carrière musicale, de chanteur. Donc pendant 5 ans environ, 4-5 ans, on se parlait beaucoup moins. Vraiment, il y a eu ces 4-5 années de break entre 2005, 2004, 2005 et 2010. Et je retrouve Jules après, je crois que c'est en 2011. Il est en GP2 Series chez Art, il me semble. Et sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco de GP2, juste avant qu'il mette sa cagoule et son casque, je revois encore la scène. Je m'approche de lui et juste avant qu'il mette la cagoule, du coup il la met pas, il me voit, il me dit oh, il me dit comment tu vas? Et là on se prend dans les bras. Il me dit comment tu vas? Et on se retrouve sur la grille de départ, j'étais avec lui. Et là après on s'est plus quitté après jusqu'à ce qui s'est passé, quoi. Et justement, l'accident donc à Suzuka 2014, comment tu le vis, toi? Moi, je m'étais pas levé pour le Grand Prix. Je crois que j'avais eu un show la veille, donc je m'étais couché très très tard. Et je crois que c'était très tôt le matin, devait être à 8h le Grand Prix. Et je me réveille vers 10h30, 11h. Quelque chose comme ça, et je me souviens très bien, j'arrive dans le salon, j'ai mes parents. J'ai mes parents qui sont là, j'ai plein de messages sur mon téléphone, plein de messages. Jules, t'as vu Jules? Comment va Jules? Tout ça, je comprends pas. Et j'ai mon agent de l'époque, Christophe, qui était dans le salon avec mes parents. Et dès que j'arrive dans le salon, ils me regardent tous. Genre comme si qu'il y avait quelque chose vraiment vraiment une mauvaise nouvelle à m'annoncer. Et je vois, à l'époque, il y avait déjà BFM TV, l'actualité en continu. Donc il y a des bandeaux qui passent en continu. Et je vois le nom de suite de Jules. Au début, mes parents, ils essaient de me protéger un petit peu, de me dire, en gros, regarde pas, tout ça. Et là, je vois accident grave à Suzuka, Jules Bianchi. Bon, là, au tout début, on veut avoir l'espoir que c'est un gros crash et qu'il est sonné, qu'il a des fractures et qu'il est à l'hôpital.
et que voilà, que ça va aller, quoi. Mais j'ai quand même un mauvais pressentiment, et en début d'après-midi, j'ai des potes à moi, des potes en commun avec Jules, dont un pote qui s'appelle Benjamin, qui a roulé en F2, et là il me rejoint, il vient à Bandol, on était au fond du... Enfin, on n'était pas bien, quoi. Moi, je vois Jules, je vois que sur WhatsApp, il est connecté, Jules. Donc toute la nuit, j'envoie des messages. Je lui dis, frérot, dis-moi juste si tu vas bien, dis-moi juste si tu vois mes messages et tout ça. C'est dur, c'est très dur, très très dur. Et puis, j'ai plus jamais eu de réponse, et je l'ai plus jamais revu, quoi. Et ça a duré un petit moment. 9 mois de coma. Ouais. Après, on a retrouvé un peu d'espoir. Excuse-moi, je suis un peu. Après, on a retrouvé un peu d'espoir quand il a été rapatrié à Nice, au CHU de Nice. Mais voilà, quoi. Après, il nous a quittés, et ça a été dur. Là aujourd'hui, tu participes encore aux hommages, Moi, de toute façon, Philippe sait que voilà, il peut m'appeler. Il peut m'appeler nuit et jour pour Jules. Je serai toujours là. Donc voilà. On a fait cette course il y a quelques années. Voilà, il sait que s'il a besoin de moi pour quoi que ce soit, il y a quelques années, il m'avait appelé pour Benjamin Biolay. Il avait besoin des coordonnées de Benjamin Biolay que je lui ai envoyé tout de suite. Philippe est venu plusieurs fois en concert me voir. Je l'ai invité plusieurs fois, Christine aussi. Voilà, donc ils savent très bien que pour Jules, ils peuvent m'appeler nuit et jour, et je serai toujours là, quoi. Donc après, s'ils ont besoin de moi, je suis là. S'ils n'ont pas besoin de moi, il n'y a pas de souci, quoi. On parle souvent de cette filiation qu'il y a entre Jules et Charles. Tu peux me raconter ta première rencontre avec Charles? Ouais. Mais Charles, en fait, c'est Jules qui me le présente. En fait, il était quasiment dans sa poussette encore. Charles, je crois qu'il avait 2 ans et demi, 3 ans. Il pleuvait. On était sur la dernière manche du trophée Jean Vial 2000, ouais. 2000 ou 2001, 2000, je crois. Et Jules me dit, il me parlait beaucoup d'Hervé, qui était un ami intime de Philippe, Hervé Leclerc, donc le papa de Charles. Et je lui dis, c'est qui le petit là? Et il me dit, c'est le fils d'Hervé, c'est Charles. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu Charles la première fois. Je l'ai vu dans une poussette, en fait. Et trop beau, trop mignon. Bon, il est toujours beau, hein, sur un super beau gosse, mais déjà à l'époque, il était trop beau, trop mignon. Et donc c'est Jules, en fait, qui me présente Charles et Hervé, du coup. Donc je fais la connaissance d'Hervé Leclerc. Donc évidemment, je sympathise avec Hervé, parce que bon, Charles, cette époque-là, on pouvait pas beaucoup parler, parce qu'il était tout petit. Il donc, parlait pas. Ouais, limite, il parlait pas, donc je l'ai connu vraiment quasiment bébé, Charles. Et donc donc j'ai connu Charles tout petit, et après je l'ai vu faire ses premiers tours de roue en mini-kart, etc. Et voilà, après on est resté en contact, on s'est retrouvés sur les Masters, les ERDF Masters de Bercy, donc que mon ami Philippe Streff avait organisé. Et voilà, je sais qu'il écoutait mes chansons, il avait écouté Ceux qui ne tuent pas nous rend plus fort, tout ça, donc il me soutenait beaucoup, Charles. Et moi aussi, je le soutenais beaucoup. Et je voyais souvent Hervé à Monaco, au Gerhards Café, on se retrouvait souvent là-bas pour boire des coups. Et il m'expliquait à l'époque que c'était très difficile, et que Charles, il passait à 2 doigts aussi de devoir arrêter le sport auto, parce qu'il ne voyait plus trop d'issue, Hervé. Au niveau budgétaire, hein, je parle, pas au niveau talent. Au niveau talent, c'est un phénomène. Et après, il y a Jules qui est intervenu et qui a réussi à convaincre Nicolas C'est ça, Nicolas Todd. Ouais, Nicolas Todd, pardon, et d'accompagner Charles, et il a bien fait. Oui, c'est là qu'il y a eu le tournant, du coup, dans sa carrière, entre guillemets, où Ferrari est rentré dans le jeu, quoi. C'est ça, où il a intégré le programme Ferrari Drivers Academy, où il a tout gagné, après GP3, GP2 et F1.
Tu l'as suivi un petit peu depuis, tu es toujours en contact ou... Ouais, Charles, bon, on se recroise sur des événements pour la Star Team, enfin des matchs de foot caritatifs, pour le Prince, des hommages à Jules. Après voilà, maintenant Charles, il est dans une autre dimension, je vais dire, mais il est toujours très charmant, très, très, très sympa quand on se voit. Mais bon, c'est sûr qu'on est moins proche que ce qu'on a pu l'être à une époque. Tu penses quoi de lui sur la piste? Sur la piste, ouais, c'est un vrai talent. Il a un talent brut et inné, vraiment très très développé. Mais je parle pas que là en F1, mais depuis longtemps, parce que le talent brut et inné, ça se travaille pas, enfin ça se commande pas. C'est la technique après l'expérience sur lesquelles on peut progresser. Mais le talent, lui, il a un talent hors du commun. Et moi, mon pronostic, je pense que Lewis va avoir beaucoup pourtant, je suis un fan absolu de Lewis, mais ça va être très compliqué parce que Charles va très 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 vite. Après, bien sûr, comme tout le monde, il faut qu'il ait le bon ensemble, il faut qu'il ait un châssis qui lui corresponde. Au niveau motorisation, ce sera beaucoup moins compliqué parce que Ferrari a fait un gros travail sur la partie moteur, et en plus en termes de pilotage, le feeling du châssis est le plus important pour pousser les limites de l'auto. Donc non, Charles, c'est un champion du monde. C'est un champion du monde en puissance. C'est déjà un multiple vainqueur de Grand Prix. Après, évidemment, c'est quelqu'un de c'est quelqu'un d'émotif. Je pense que c'est le point sur lequel, avec les années, il va le plus progresser, parce que c'est vraiment c'est un super garçon, Charles. C'est quelqu'un qui a une sensibilité. D'ailleurs, c'est pas pour rien s'il joue du piano comme ça, c'est qu'il est beaucoup plus sensible que beaucoup d'autres pilotes. Lewis aussi est quelqu'un qui a une grande sensibilité. Et donc Charles, puis il est passé par des moments difficiles aussi. Donc c'est quelqu'un, non, moi c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je suis très fier de son évolution. Et c'est un garçon qui, je pense, peut-être pas cette saison, parce que je pense que les McLaren il y a un gap quand même, mais je pense que c'est quelqu'un qui sera champion du monde de Formule 1, Charles. Je suis quasiment prêt à le signer là aujourd'hui. Je pense aussi, ouais. Non, mais je te pose la question parce que bon, la F1 est très hype en ce moment et on est beaucoup, on est beaucoup à la suivre, et même maintenant il y a de plus en plus de personnes qui la suivent. C'est pour ça que je voulais te demander aussi, voilà, est-ce que tu suis encore malgré toutes tes activités, est-ce que tu suis parce que voilà, tu as connu Charles, tu as connu Jules, etc. Est-ce que tu continues à regarder les grands prix? Oui, bien sûr, moins assidûment, parce que c'est vrai que voilà, après le travail passe beaucoup de boulot. Voilà, le travail passe en priorité, les répétitions, l'écriture, les compos, les déplacements, les concerts, la promo, tout ça. Donc tout ça c'est mon job aujourd'hui, donc ça passe en priorité. Même Jules, il voulait venir me voir. Je l'avais revu, c'était à Amber Lounge, je crois que c'était en 2000, c'est l'année où il fait l'exploit, 2014 je crois, où il marque, à Monaco. Ouais, où il marque les points, où il fait P9. Ouais. Il me dit, c'est pas faute de vouloir venir te voir en concert, mais il me dit, il y a tout le temps des tests, où il y a tout le temps des... c'est chaud. Donc c'est hyper chaud. Donc, mais ouais, je suis quand même la F1, et je suis très content qu'on ait un pilote français supplémentaire en plus cette saison, c'est cool. Ça te fait quelque chose de voir des pilotes que tu connais rouler? Ah, c'est particulier quand même, hein. Ouais, c'est particulier. Ouais, c'est spécial. Il y en a que tu as croisé récemment, là, ou... genre Lance Stroll? Lance, je l'ai croisé au Festival de Cannes. C'était pas mal l'anecdote. Il y a personne qui l'a reconnu en fait. Moi, je l'ai reconnu parce qu'évidemment, j'adore la F1 et je suis. C'était marrant. Il arrive les mains dans les poches. Il était tout seul. Il arrive tout seul. Et, il avait besoin d'une table. On était en plein Festival de Cannes. Il y avait un défilé de mode qui allait commencer. Donc le bar était full. Moi, j'allais chanter en plus pas longtemps après. Donc j'étais préparé et tout. Et donc du coup je le reconnais, donc je vais le voir, je dis bonjour Lance, tout ça, j'ai Grégory, voilà, je suis artiste, chanteur, ancien champion de karting, tout ça, je vois que tu as l'air un petit peu perdu, je dis t'as besoin de quelque chose et tout, et il me dit ouais, il me dit j'aimerais bien une table en fait, je suis avec des amis, on est 4, et je lui avais arrangé le coup en fait, voilà. Donc pour la petite anecdote. Et puis sinon je croise Pierre de temps en temps au Parc des Princes. Ouais. C'est
pas forcément mon club de cœur, le PSG, c'est plutôt l'OM à 200%, mais comme j'habite à 2 pas du parc et que j'adore le foot, donc je vais parfois voir des matchs au Parc des Princes. Et Pierre, alors lui, par contre, lui, c'est un fan du PSG, donc Ouais, je sais. on n'a pas le même Ouais. on n'a pas le même club de cœur avec Pierre, mais on se croise parfois au parc. Ouais. Ouais, du coup, au final, t'as côtoyé pas mal les pilotes, parce que tu me parlais de Pierre, Esteban que t'as croisé aussi, tu les connais en fait. Ouais, Esteban, je le connais moins, mais c'est un garçon que j'aime beaucoup. Ouais. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup. On s'était connus sur une remise des prix de la FFSA. Mm. On avait bien accroché. Et c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, Esteban. Pierre, je le connais plus parce qu'à un moment donné, je lui filais un petit coup de main à mon petit niveau en 2016, je crois. Parce qu'il était un peu juste en budget pour finir sa saison de GP2. Puisque Red Bull ne couvrait pas Ouais. l'intégralité du. Faut la moitié. Ouais, un peu plus que la moitié, Ouais. je crois, les 3 quarts. Donc voilà, mais ouais, il y en a beaucoup que j'ai connus. Après, ceux que j'ai le plus connus, c'est ceux de plus de ma génération. Voilà, les Julien Jousse, les Ouais. Jules Bianchi, Norman Nato. Voilà, j'avais fait quelques meetings communs avec Romain aussi, Grosjean, Jean-Éric Vergne à l'époque, que j'ai revu après. Mm. Mais ouais, pour les petits jeunes, parce que pour moi, ils sont plus jeunes quand même, il y a quoi, il y a 8-9 ans d'écart. Ouais, je les ai connus aussi, ouais. Plus un petit peu mentoré, vite fait. Ouais, je les ai connus aussi, je les ai accompagnés comme j'ai pu, je les ai invités parce qu'à l'époque j'organisais une course de cartes caritatives qui s'appelait Une course pour la vie, Ouais. avec plusieurs personnalités, Vincent Moscato, les Miss France, plusieurs médias aussi qui étaient là, et j'avais invité Pierre, j'avais invité Antoine Hubert aussi, à qui voilà, on rend hommage aussi et une pensée pour sa famille, qui était aussi un de nos plus grands espoirs. Et Antoine n'avait pas pu venir parce qu'il avait une séance de test, il m'avait prévenu quelques jours avant qu'il s'était calé. Ouais, Stéphane Riquelme aussi, qui avait fait du GP2, qui avait gagné le Grand Prix de Monaco, la course sprint, en 2014, je crois. Donc ouais, tout ça, c'était des personnes que j'ai accueillies sur cet événement-là. Ouais. Donc maintenant, full musique depuis un moment. Full musique. Full musique, ça marche bien, tu fais l'Olympia l'année prochaine, tout se passe bien. Est-ce que ça t'aide d'avoir roulé avant, d'avoir eu cette carrière, entre guillemets, cette période où tu as fait du sport automobile? Est-ce que ça t'aide aujourd'hui? Je pense, ouais. Ouais. Ouais, je pense parce que c'est un milieu. De tous les milieux que j'ai côtoyés dans ma vie, le sport automobile, d'autres milieux professionnels, franchement, le showbiz, la musique, c'est le plus violent de tous. Compétitif, Ouais, et puis injuste. Beaucoup. toxique aussi un peu. Ouais, toxique, injuste. Ouais. Tu peux avoir 19 de moyenne, je donne cette image à l'école, on me dit d'avoir 10 pour passer dans la classe supérieure. Tu peux claquer un 19 sur 20 de moyenne. À la fin de l'année, on va te dire, on va te regarder, on va te dire, tu passes pas. Mais pourquoi vous m'avez demandé d'avoir 10? J'ai 19 de moyenne, pourquoi vous voulez pas que je passe? T'es brun, t'es mat de peau, c'est pas la tendance, c'est pas la couleur. C'est même pas un mental qu'il faut. il faut avoir un grain en fait. Il faut avoir un grain. Et puis tu vois des gens qui savent, qui chantent vraiment moyen quoi. Voir sans autotune, ils savent pas chanter en fait. Sur un live, c'est pas possible. En fait, c'est une prothèse en fait qu'ils ont. Ils chantent parce qu'ils ont une. Et ça, tu dois l'encaisser. Tu dois l'encaisser. Et ça, je l'ai appris aussi en sport auto. Ouais. Il y a un parallèle. Il y a un parallèle où je pouvais pas passer parce que il y avait pas les. Donc ça m'a donné un avant-goût. Mais franchement, l'avant-goût, c'était qu'un avant-goût. La musique, c'est très compliqué. Donc au mieux, une préparation quoi. Ouais, Un peu une mental, préparation, un truc. ouais, une préparation. Ouais, Mais une petite prépa. ouais, une petite prépa. Ok. Ouais. T'as gardé un truc de pilote quand même quand tu montes sur scène ou Ah rituel ouais, ou... ouais, genre, aux grandes dames de mes équipes, j'ai gardé pas qu'un petit truc de pilote. C'est vrai? Ils ont du mal avec moi, hein, c'est compliqué parce que je suis au millième en fait. Ouais. Je suis au millième et c'est vrai que dans la musique, on n'a pas l'habitude. Dans la musique, tu vois arriver un mec qui se prépare comme un... Tu vois arriver un chanteur qui se prépare quasiment comme un pilote de haut niveau et ils comprennent pas. Ils disent mais il est pas normal lui. Donc ouais, moi c'est tout, c'est au millimètre, c'est au détail. Alors évidemment là, mon équipe, je suis en train de structurer une équipe vraiment qui me correspond plus dans la philosophie de travail, qui est aussi pareil au millimètre
Et donc voilà, ça commence à être bien, mais c'est long. Parce que dans la musique, à la base, tu as beaucoup de profils. C'est des baba cool, tranquille le matin, tranquille l'après-midi, c'est spontané, c'est le don, c'est le talent, vas-y, on y va tranquille, on va sur les routes. Non, moi c'est Carré. ouais, carré de chez carré, quoi. Et du coup, moi, c'est à l'américaine, en fait. C'est la musique, pourquoi je dis ça à l'américaine? Parce qu'aux États-Unis, aux States, ils ont une philosophie déjà sonore par rapport au prod, par rapport au mix, par rapport à la réalisation, qui est vraiment. Ouais. On est à des années-lumière derrière en France. Et donc toi, tu as ramené ça du sport auto, tu penses? Ah ouais, clairement. Clairement. Mais je pense, du sport auto, mais même, c'est ma philosophie. Sport auto, j'aurais pu faire. Après, le sport auto, c'est une très très bonne école au niveau précision, parce que sport auto, moi, quand je faisais des championnats de France de karting, entre le premier et le 34e, il y avait 6 dixièmes. Donc, ta pression des pneus, elle est pas bonne, ou tu as choisi l'arbre dur, l'arbre mou, l'arbre médium, ou le carrossage, enfin voilà, il y a tout qui joue, quoi. Donc voilà, donc j'ai gardé cette philosophie de travail, et c'est très difficile de trouver des gens en France, dans la musique, qui la partagent. C'est quoi le plus dur là maintenant dans ton métier? Non, le plus dur, c'est d'avoir l'exposition, le plus d'exposition possible. Après, les budgets aussi rentrent en ligne de compte, puisque depuis une quinzaine d'années, les maisons de disques ne jouent plus leur rôle de développeurs de talent. Depuis qu'il y a eu le téléchargement illégal, il y a eu des plans sociaux dans les maisons de disques. Donc depuis 15 ans, 20 ans, quasiment, les maisons de disques ne font plus aucun développement. Les grosses maisons de disques, il n'y a plus de développement. C'est-à-dire que les artistes doivent se développer par eux-mêmes. Toi, t'es indépendant, c'est ça? Ouais, moi je suis indépendant. Ça, ouais. Et en fait, quand un artiste est déjà quasiment pratiquement au top, là les maisons de disques elles arrivent. D'accord, donc beaucoup plus de travail avant de... Ouais, en fait, on te pousse pas, quoi. Ah non, On vient te chercher, t'es déjà établi. Ouais, c'est ça, tu dois te développer, donc tu as des investisseurs privés, tu as on peut dire des sponsors, hein, pour reprendre un terme qu'on utilise dans le sport automobile. Et et en fait, je retrouve, ce qui est assez fou, c'est que je retrouve une problématique que j'ai connue quand j'étais pilote de karting. Ouais. Et que j'allais devenir pilote de monoplace. Avec du coup un résultat différent, parce que du coup ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Je suis loin encore d'avoir atteint les objectifs, et c'est long surtout. Ouais. C'est-à-dire que le niveau, si tu veux, en 2012-2013, quand je cartonne au réservoir, que l'Alhambra c'est plein, et que à ce moment-là, tous les spécialistes de la chanson française, les Fabien Lecoeuvre, les Charles Aznavour, les Serge Lama, enfin les Hélène Ségara, les Patrick Fury, enfin tous ces gens-là avec qui je fais des duos, des premières parties, me disent, en gros, t'es prêt pour la F1, quoi. Si je fais le parallèle. Hein. Mais sauf que tu peux pas passer en F1 pour les mêmes raisons que j'avais vécu, que j'avais connu 10 ans avant. Ouais. C'est relou. J'avoue, c'est chiant. Ouais. C'est relou. C'est relou. Tu es là, tu travailles dur, tu performes. Oui, parce que là, tu as 20 ans, enfin, quasiment 20 ans de carrière musicale. Tu chantes depuis longtemps. Ouais, en pro 15, en pro vraiment 15, où je gagne ma vie en faisant de la musique. Mais c'est vrai que c'est long. Ouais. Mais on voit Charles Aznavour. Charles Aznavour, il a percé il a vraiment explosé à une quarantaine d'années. Daniel Lévy, qui était un chanteur extraordinaire aussi, dans les 10 commandements, pareil, 40, 42 ans, je crois. Patrick Fury, 30, 33, 34, 35. Donc il y a des artistes, il y a de très grands artistes qui ont vraiment eu leur prime sur le plan du grand public et médiatique, pas tout de suite, quoi. Donc là, il y a un album. Ouais, il y a un album qui va arriver bientôt. Ouais, printemps 2026. Tu en parles un petit peu? Ouais, on a déjà bien avancé. Il y a déjà plusieurs extraits singles qui sont sortis. On a changé, tout emporté. Le premier, Insomnie, et le cover de Charles Aznavour, Désormais, qui vient de sortir. Voilà, qui est déjà rentré sur une quinzaine de radios, donc c'est cool. Il y aura un spectacle, une tournée en hommage à Charles Aznavour aussi, qui va débuter en 2026. Donc un spectacle qui va s'intituler Bakian chante Aznavour. Donc ce ne sera pas une imitation ou une parodie ou un tribute de Charles Aznavour où je refais Charles Aznavour. Ce sera vraiment Bakian avec ma sensibilité, avec mon émotion, ma couleur musicale. Je vais revisiter les titres de Charles Aznavour. Voilà, donc c'est pour ça que le spectacle d'ailleurs s'appelle que le management et la prod m'a proposé ce titre-là, et j'ai tout de suite validé parce que je trouvais ça vraiment, que ça reflétait vraiment ce spectacle, cet hommage qu'on va rendre à Charles Aznavour, donc Bakian chante Aznavour, et l'Olympia, donc le 5 octobre 2026, et la billetterie dans tous les points de vente vient d'ouvrir là il y a pas longtemps. Ça doit être fou de se dire que je vais faire l'Olympia, non?
Ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou parce que je me souviens, j'avais 15 ans, je crois, la première fois que j'ai vu un artiste là-bas. Je crois que c'était Patrick Fiori, justement, qui avait fait Notre-Dame de Paris. Et, euh, et j'avais 15 ans et je me suis dit, waouh, Incroyable. Olympia, c'est fou. Ouais. Le concert, le mec, l'artiste. Il y a combien de places à l'Olympia? 2005, je crois. Ouais. Je me suis dit, mais. Puis surtout, c'est la légende. Ouais, l'Olympia, C'est un quoi. des 3 plus grands music halls du monde, un des 3 plus durs à Ouais. avoir. C'est fou. Et puis, tous les Rolling Stones, les Beatles, les plus grands artistes de la planète ont joué là-bas, ont performé là-bas. Donc, et je me souviens, j'avais 15 ans, je me suis dit, mec, ouais, peut-être que tu as une chance pas sur 500 000, sur 200 000, peut-être un jour de faire cette scène-là. Mais j'imaginais même pas en tête d'affiche, hein. Mais déjà rien que sur un plateau avec plein d'artistes ou en première partie de quelqu'un, tu vois. Déjà, j'aurais été très heureux déjà de le faire en première partie de quelqu'un ou avec plein d'autres artistes. Mais là, de me dire que je vais le faire en ce qu'on appelle en vedette, en tête d'affiche, c'est ouf. Mais je pense que je réalise pas vraiment encore. T'as pas eu la F1, mais t'as eu l'Olympia, quoi. Ouais, C'est pas mal, quand même. Je vais avoir. Attends, Tu vas voir, pardon. attends, oui, tu vas, on- j'ai pas jinxé le truc, pardon. on pardon. sait jamais. Non, mais c'est beau, quand même. J'espère que. Ouais, voilà. c'est beau. J'espère que Dieu que Dieu me garde jusqu'à Oui. l'Olympia. Au moins jusqu'à l'Olympia, tu vois. Donc après, comme disait Thierry Roland, on peut mourir tranquille. Le plus C'est tard beau, possible, c'est mais beau on peut. l'Olympia, ça fait plaisir. Ouais, ça fait Incroyable. plaisir. Ah, Ouais. c'est un beau cadeau de la vie, une belle récompense et un honneur d'avoir été programmé par l'Olympia parce que Comment ça se passe? il y a une sélection. Il y a une sélection et c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut avoir fait ses classes. Il faut soit être au top du top au moment, Ouais. et c'est pas mon cas. Ouais. Je suis pas au top. Enfin, en tout cas pour l'instant, j'espère l'être bientôt. Soit il faut avoir fait ses classes et Ok. avoir prouvé dans des salles prestigieuses avant que. Ok, Ouais, donc, faire des la programmation, c'est pas aussi simple que ça. Donc Non. tu dois convaincre, en fait. Ouais, un peu quand même. Ouais, ouais, c'est pas si simple. Ouais. Ok. Ouais. Non, j'avais aucune idée. Non, ça a pas été simple. Ça a mis plusieurs mois avant de se concrétiser. Ok. Avant que je Ah. signe mon contrat, ça a mis du temps. Et en plus, toi, t'es indé, donc comment ça? Enfin, je sais pas, moi j'ai plein de questions là. Alors déjà, quand t'es indé, c'est encore plus compliqué Oui, parce j'imagine. qu'il te voit arriver. Il te voit arriver d'un œil un peu. Ouais, c'est encore plus compliqué. Ok. Mais bon, ça c'est fait, c'est signé, les places sont en vente partout. Donc, C'est le 5 octobre? 5 octobre 2026. Je te dirai bravo le 6. Ouais. C'est bon? Ouais, tu pourras, ouais. Parfait, je vais pas, voilà, pas porter malheur. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Me souhaiter un maximum de concerts, franchement, parce que l'endroit où je me sens le plus heureux maintenant, à défaut d'être derrière un volant, c'est sur scène, partager ma passion, partager des émotions avec un public, leur donner tout ce que je peux leur donner, faire passer des messages à travers mes chansons, et voilà, un maximum de scènes, un maximum d'albums, remplir l'Olympia bien sûr, mais pas que, parce que l'Olympia c'est un grand objectif, mais j'espère que ce sera une étape vers des choses encore plus grande. Stade de France. Tu sais, je me fixe aucune limite. Je me fixe aucune limite parce que tu sais, quand j'ai commencé à faire bon, ça. de la compète, je voulais être champion, tu sais, de ligue, après champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Donc je me fixe aucune limite. Après le Stade de France, non, franchement, c'est pas un objectif, honnêtement, parce que les stades, c'est très particulier quand tu chantes dans des stades. J'avais fait un coup d'envoi au stade Vélodrome devant 67 000 personnes où j'avais passé mon son à la mi-temps d'un match. Et c'est une consécration parce que tu peux dire ouais, j'ai fait le Stade de France et tout ça, tu vois, c'est énorme en matière de nombre de spectateurs, mais c'est tellement grand que en fait t'es un peu éloigné du public. perds de la en fait. proximité. Tu perds de la proximité. Ouais. Alors que l'Olympia c'est fou. Ouais. Après t'as le Palais des Sports, t'as le Zénith où j'ai chanté déjà au Zénith de Paris pour les victoires de la musique arménienne, version arménienne. Où j'avais un prix pour la chanson L'adolescence que Charles Aznavour m'avait offert, titre inédit. Mais non, franchement, c'est continuer, faire de ma passion toujours mon métier, continuer comme ça. Quand j'ai des occasions de reprendre le volant, je fermerai pas de porte. Si on me donne un peu plus que 10 minutes de temps de roulage pour préparer la course, parce que me prendre 3, 4, 5, 6, 7 secondes autour, je t'avoue que ça me procure aucun plaisir, quoi. On ira se faire un karting. Merci Grégory. Et quand vous voulez. Radio check. Loud and clear.